Qu'est-ce que vous faisiez le 10 janvier 2016 ? Moi, j'étais en Normandie, chez mes grands-parents. Si je me souviens de ce jour-là, c'est parce que le matin, ma grand-mère allumait toujours la radio. Il n'y avait pas une matinée sans toutes ces pubs, ces chansons et ces émissions. Et ce matin-là, la radio m'a appris la mort de David Bowie. Personne ne s'y attendait, il venait juste d'avoir 69 ans. Mais ce qui est fou, c'est que seulement 2 jours avant, il a sorti un album qui s'appelle Black Star. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les paroles de Black Star ont clairement été écrites par quelqu'un qui savait qu'il en avait plus pour longtemps. Ça faisait 18 mois que Bowie vivait avec un cancer, 18 mois durant lesquels quasiment personne n'était au courant de sa maladie. Et là, on parle d'un artiste emblématique qui a sorti des chansons que tout le monde connaît. Je suis sûr que vous-même, vous connaissez au moins Heroes ou Space Oddity. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a passé 50 ans à se réinventer dans sa musique, dans son look, dans sa façon même d'exister en public. Alors, qui aurait pu ne pas prévoir qu'il transformerait aussi sa mort en œuvre d'art ? David, quand il est enfant, c'est déjà quelqu'un de très curieux. Il s'intéresse à la musique, à la peinture, au théâtre. Et à l'âge de 15 ans, il est très amoureux d'une fille. Il est tellement amoureux de cette fille que c'est impensable pour lui que ce soit aussi le cas d'un autre garçon. Et encore plus impensable que ce garçon soit son meilleur ami. Ils en viennent aux mains et cet ami lui tape dans l'œil, et je parle vraiment pas au sens figuré, sa pupille se dilate et elle le restera toute sa vie. Mais bref, David joue de la musique parce qu'on est maintenant dans les années 60 et qu'à cette époque, soit t'es musicien, soit t'es musicien. Le rock explose, la musique psyché, la folk, les gens s'en prennent plein les oreilles et justement avec les petits groupes qu'il a rejoints, David fait des tournées et il enregistre des trucs qui marchent pas vraiment. C'est un moment de sa vie où il cherche beaucoup et d'ailleurs, il rencontre un homme. Pas n'importe quel homme, un mime qui s'appelle Lindsay Kemp. C'est un des plus grands artistes mimes d'Angleterre, qui est pas connu du grand public, mais dans le milieu artistique, il est et restera, jusqu'à sa mort en 2018, un artiste unique, qu'il fallait voir au moins une fois dans sa vie sur scène. C'est lui qui va influencer David et son personnage de Ziggy Stardust. C'est grâce à lui que David Bowie prendra conscience de la notion du corps et de l'image sur scène, d'à quel point tout ça, finalement, c'est juste du théâtre. Il apprend énormément à ses côtés. Et puis, quelques semaines plus tard, il sort son premier album solo. Il marque pas les gens, mais il s'est entouré d'un producteur qui s'appelle Tony Visconti, et retenez bien son nom, il a son importance pour la suite. En revanche, son second album, qui sort en 69, contient une chanson relativement connue. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Space Oddity sort 9 jours avant la mission Apollo 11. Vous savez, le petit pas pour l'homme. La BBC l'utilise pour illustrer ses reportages sur la mission. Et la chanson du Major Tom, un astronaute qui dérive dans l'espace et qui coupe le contact avec la Terre, devient la bande-son d'un des moments les plus marquants du XXe siècle. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Avec Space Oddity, David comprend une chose fondamentale. La musique, ça peut aussi être des personnages, ça peut être des histoires qui n'attendent qu'à être racontées. Entre 69 et 71, il sort plusieurs albums qui sont bien mais pas top. Alors il prend une décision radicale, plutôt que de continuer à essayer d'imposer au public David Bowie, il s'invente quelqu'un d'autre. Un personnage, une fiction vivante, avec sa propre histoire et son propre monde. Ziggy Stardust fait sa première apparition en 72. C'est un alien androgyne qui vient de l'espace et qui a été envoyé sur Terre pour transmettre un message à l'humanité alors qu'elle est sur le point de disparaître. Le look de David est incroyable, il est maquillé, il a les cheveux orange, il porte un costume moulant et sur scène, il habite son personnage, il vit Ziggy comme si c'était la seule personne qu'il avait jamais été. À tel point que le public en tombe amoureux, il est fou de Ziggy. Et d'ailleurs, personne ne sait plus très bien s'il est fictif ou réel. En fait, David lui-même ne sait plus très bien. Il est obsédé par son personnage, il est devenu sa création. Et durant sa première tournée américaine, vu que David obtient une reconnaissance internationale avec cet album, il est convaincu qu'il est comme Ziggy, un messie. Il est adulé et il comprend que c'est quelqu'un de spécial. Sauf que David Bowie s'est complètement perdu dans cet univers. Lui n'existe plus. Il n'y a qu'une chose à faire. En juillet
juillet 73, lors d'un concert à Londres, Ziggy annonce que ce soir, c'est le dernier concert de la tournée, mais aussi le dernier concert qu'il fera jamais. Ça laisse le public perplexe, il y en a qui comprennent pas tout de suite, et il y en a d'autres qui captent que c'est simplement la fin de Ziggy Stardust. It was a theatre piece that the spiders didn't really exist, that they only existed for the length, the duration of that character's life. I was stuck with him for a long time. It took a long time to shake him off, because people relate to him more than David Bowie at the time. C'est sympa de créer des personnages, mais il faut faire gaffe. Pour autant, David en invente d'autres. Il y a Aladdin Sane, qui est le Ziggy version américaine en plus parano. Il y a Halloween Jack sur l'album Diamond Dogs. Et puis surtout, il y a le Thin White Duke, qui est un personnage froid, à la fois fascinant et inquiétant. Et vu qu'apparemment Ziggy lui a pas servi de leçon, et encore une fois, ce nouveau personnage l'avale complètement. À tel point que sur scène, il a même des propos fascistes, qu'il regrettera plus tard en disant que c'était juste du théâtre. Mais avec le Thin White Duke, il y a un truc bizarre qu'il n'y avait pas chez Ziggy. David a un comportement erratique, et c'est forcément dû à quelque chose. L'album sur lequel il travaille à ce moment-là, c'est Station to Station, mais c'est surtout une période dont il n'aura aucun souvenir. Pourquoi ? Parce que David est devenu accro à la cocaïne. Il en prend vraiment beaucoup. Et son entourage l'aide pas à arrêter. Du coup, il devient parano, il a des problèmes d'insomnie, il est imprévisible, et il commence même à douter de sa santé mentale. C'est la période la plus sombre de sa vie. Il faut faire quelque chose. On est en 76, David est en train de se détruire, il vit à Los Angeles, il maigrit à vue d'œil, il a les yeux creux, il est blanc, il est méconnaissable. Bref. Mais il a un pote qui s'appelle Iggy Pop. C'est le chanteur des Stooges et pareil, il a sombré dans la drogue, il est dans un état mental chaotique. Alors David lui propose de partir tous les deux, de changer de décor, de mode de vie, vraiment repartir ensemble, à zéro. Ils prennent un avion et ils vont en Allemagne, à Berlin-Ouest, parce que la ville est actuellement coupée en deux par le mur. Ils s'installent dans un appartement, ils vivent vraiment normalement. Ils prennent le métro, ils vont au marché, ils achètent des saucisses et puis surtout les gens ne les reconnaissent pas dans la rue, donc ils sont tranquilles. Berlin, dans les années 70, c'est gris, c'est coupé en deux, c'est marqué par la guerre froide. C'est exactement ce dont David a besoin pour s'inspirer. Entre 77 et 79, il sort 3 albums, Low, Heroes et Lodger. Et ces albums, tout le reste de sa vie, ils seront surnommés la trilogie berlinoise. C'est vraiment une période de stimulation artistique pour David. Il s'inspire aussi beaucoup de groupes électroniques allemands comme Kraftwerk et Can. Et avec Iggy Pop, ils vont beaucoup mieux. Depuis qu'ils sont à Berlin, ils ont arrêté la drogue. Il n'y a plus cette espèce de nuage qu'ils avaient constamment dans la tête aux États-Unis. La chanson Heroes s'apprête à devenir une des chansons les plus importantes de l'histoire du rock. David y dépeint 2 amoureux qui s'embrassent à l'ombre du mur de Berlin pour se protéger des soldats qui patrouillent pas loin. Et cette scène qu'il voit lui-même de la fenêtre de son studio le marque à tel point qu'il a fait cette chanson qu'il a décidé de nommer Heroes entre guillemets. David va on ne peut mieux, il est retourné aux États-Unis et en 83, il sort l'album Let's Dance. C'est un carton, il se vend à des millions d'exemplaires et la tournée Serious Moonlight est l'une des plus importantes de l'époque. David est une superstar qui rapporte beaucoup d'argent à l'industrie musicale et qui en gagne lui-même beaucoup. Mais artistiquement, quelque chose change. En cherchant le succès, il s'éloigne de ce qui faisait sa force, il prend plus de risques. Il arrête d'expérimenter. Et les albums qui suivent sont considérés comme les plus mauvais de sa discographie. Il dira lui-même plus tard que l'album Never Let Me Down est un désastre, surproduit. Pour autant, les années 90 arrivent et David les traverse plutôt bien, il fait des albums intéressants, il essaie vraiment d'explorer et de sortir de sa zone de confort, avec notamment un album de drum and bass et de techno. Mais même si sa carrière va bien, la réalité des années 2000 sera bien différente.
On est en 2004. David a sorti l'année dernière son album Reality, qui est son 24e album, et forcément, il fait une tournée mondiale. Et pas n'importe laquelle, la plus longue qu'il ait jamais faite, le Reality Tour. Mais il va se passer plusieurs choses cette année-là. On est le 6 mai, et aujourd'hui c'est à Miami que David donne un concert. Le groupe qui joue en première partie termine son set, c'était les Stereophonics, et au moment d'ajuster les lumières pour le spectacle de David Bowie, un technicien du nom de Walter Thomas tombe d'une échelle et chute de 15 mètres. Il meurt sur le coup. Évidemment, le concert est annulé et la mort de Walter traumatise toute l'équipe. Ça faisait plus de 20 ans qu'il faisait ce métier, mais il s'est mal attaché au câble de sécurité ce soir-là. On avance de 2 semaines, en plein concert à Prague, David commence à ressentir des douleurs intenses à la poitrine. Il essaie tant bien que mal de les ignorer et de continuer à chanter, mais c'est plus possible, il faut qu'il fasse une pause de quelques minutes. Alors il se rend dans les coulisses, il est essoufflé, il sait plus trop où il est, mais il veut à tout prix finir le concert, il est hors de question que le public l'attende. Mais il prend vite conscience que c'est terminé pour ce soir, parce qu'en vérité, il vient de faire une crise cardiaque. Il a une artère bouchée et les médecins lui ordonnent de rester au calme. La tournée est annulée. C'est fini. Et c'est vraiment fini, c'est-à-dire que ce soir-là, à Prague, c'était le tout dernier concert de la carrière de David Bowie. Pendant 9 ans, aucune nouvelle. Ce qui est très bizarre parce que depuis le début de sa carrière, il sortait des albums tous les 2-3 ans. Donc le monde commence vraiment à se demander s'il reviendra un jour. Et puis le 8 janvier 2013, le jour de son 66e anniversaire, il publie sur son site un nouveau single. C'est une ballade douce et mélancolique sur Berlin, sur le passé, sur le temps qui passe, et en même temps, il annonce un album pour mars. Un album enregistré en secret à New York, The Next Day. Quand il sort, les critiques sont enthousiastes. Bowie signe un retour en grande pompe avec une musique solide, sombre, mais belle. Il est de retour. Et quel retour! David accorde quelques rares interviews qu'il choisit lui-même, mais par contre, il fait pas de tournée. Et puis, à peine un an après, en juin 2014, il est face à un médecin qui lui annonce qu'il a un cancer du foie. Début 2015, David est sous chimio, il a perdu ses cheveux, ses sourcils et il vient d'apprendre que son cancer est incurable. Il n'a pas beaucoup de force, mais pourtant, il décide d'appeler Tony Visconti, son producteur de toujours, son ami depuis 50 ans. L'homme avec qui il a fait Space Oddity, The Man Who Sold the World, Scary Monsters, l'homme qui le connaît mieux que personne, artistiquement parlant. David le voit seul en tête-à-tête, il retire son bonnet et il lui annonce qu'il a un cancer. Il lui parle de son envie de faire un dernier album mais qu'il aura la force que pour quelques heures de studio par jour. Tony se met à pleurer et David, qui reste très calme, lui dit cette phrase « On va faire le meilleur album possible ». Et pour le faire, il veut pas de ses musiciens habituels. Non, encore une fois, il veut innover et complètement changer son approche de la musique. Et puis l'année dernière, dans un petit club du Greenwich Village, il a vu jouer un groupe de jazz avant-gardiste, c'était terriblement excitant. Et c'est ça qu'il veut, il veut des musiciens qui sont habitués à improviser, à expérimenter. Du coup, il engage le groupe. Le premier jour en studio est un peu bizarre, David révèle son cancer à tous les musiciens en leur demandant de garder ça pour eux, et puis les enregistrements commencent, avec des horaires aménagés prévus pour lui. Il vient quand il peut, mais par contre quand il est là, il chante comme si sa vie en dépendait, il est heureux. Et ce qu'il est en train de construire pour Black Star, c'est quelque chose d'unique dans sa discographie. D'abord, musicalement, c'est un mélange de jazz, de rock atmosphérique et d'électronique. Il écoute beaucoup l'album To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Il tient vraiment à capturer cette énergie de jazz sombre et rythmique. Et le saxophone de Donny McCaslin, le leader du groupe, occupe une place centrale sur l'album. Concernant les paroles, Tony Visconti réalise quelque chose un jour, et il dit à David « Toi, espèce de petit malin, t'es en train d'écrire un album d'adieu. » Et au-delà du fait que ça fasse rire Bowie, on peut en fait voir plein de symboles à travers l'album qui font référence à la mort. La chanson Lazarus commence par « Regardez par ici, je suis au paradis. J'ai des cicatrices qu'on ne voit pas. » Et même dans son clip, tout fait référence au passage entre la vie et la mort. Ok, David est sur un lit d'hôpital les yeux bandés, mais il y a un objet beaucoup plus symbolique dans cette pièce. Regardez, ça c'est le début du clip. Il y a quelque chose qui sort de l'armoire. Et cette personne un peu bizarre reste dans la pièce, où Bowie essaie de faire quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Parce qu'il a plus le temps. Parce que la mort l'attire à lui. Parce que c'est fini.
L'album sort, il est bien accueilli, le public s'en empare, tout le monde ne comprend pas forcément les allusions qui s'y trouvent. Et 2 jours plus tard, le 10 janvier 2016, les journalistes du monde entier n'ont qu'une phrase à la bouche, David Bowie est mort. Tony Visconti publie ceci, il a fait Black Star pour nous. C'était son cadeau d'adieu, il a traversé ça avec bravoure. Ce qui est fou, c'est que tout au long de sa carrière, David n'a fait que se réinventer. Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, le Thin White Duke, la trilogie de Berlin, le rock, la musique électro, la soul, la pop, et à chaque fois, il a su tuer son personnage avant de devenir prisonnier de sa propre image. Quand il a su qu'il allait mourir, il a fait exactement la même chose. Il a pris sa mort en main et il l'a transformée en œuvre d'art. Il a écrit lui-même le dernier chapitre. Il a réussi à maîtriser ce truc qui semble impossible à maîtriser pour le commun des mortels, le sens que prend notre propre vie après qu'on l'ait vécu. Il est parti comme une putain de légende. Waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks